Oui, bonsoir, merci. C'est pas parce que c'est l'un de mes films de Renoir préférés que vous êtes obligé de l'aimer, et j'espère que vous pourrez d'ailleurs voilà, prendre un petit peu de temps pour partager votre ressenti, parce que si vous venez depuis le début plus ou moins de ce cycle, vous aurez compris, et ça va s'accentuer avec les dernières séances, que Jean Renoir est finalement quelqu'un qui se réinvente quand même pas mal, et qui, au début des années 30, on peut le croire parti sur une piste de cinéma classique, social, voilà, auquel on est habitué, et pour cause, parce qu'on a vu plusieurs fois souvent La Grande Illusion, et La Bête humaine, voilà. Donc on arrive à le situer, mais vous allez voir que plus ça avance, et plus il fait des sortes de pas de côté qui peuvent aussi nous dérouter, nous, en tant que spectateurs. Qu'est-ce qu'on a devant nous, voilà. Et il me semble que c'est aussi l'intérêt de faire un cycle Renoir que de voir ces réinventions, ces réadaptations, ces changements dans lesquels on a le droit de trouver une permanence, mais on a aussi le droit de trouver que là, il y a une forme de déséquilibre, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors ce film-ci, Jean-Paul le disait, c'est après sa période hollywoodienne, donc on s'est bien sûr posé la question, on avait 9 séances avec vous, est-ce qu'on va passer des films américains de Renoir? Sauf que si on vous passait des films américains de Renoir, les autres qu'on vous a sélectionnés, il en manquerait. Donc on est quand même parti sur les films les plus intéressants sur les 9 films, et du coup il se trouve qu'il n'y en a pas directement de films réalisés à Hollywood. Donc je vous résume juste ce qui s'est passé pour Jean Renoir à Hollywood. Qui n'est pas inintéressant, mais qui n'est pas peut-être de la valeur, de la qualité de ce qu'on peut attendre de lui pleinement. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas complètement épanoui à Hollywood, c'est un petit peu un euphémisme de le dire. Vous savez, on l'avait quitté avec La Règle du jeu, donc en 1939, et après, on pourrait dire ce qu'il a perçu comme un échec de réception de La Règle du jeu, dont les historiens ont établi que ce n'était pas un film qui avait été si mal reçu que ça. Mais en réalité, je pense que Renoir savait qu'il livrait là quelque chose de l'ordre d'une forme d'accomplissement maximal de complexité de ce qu'il pouvait faire. Et donc, il fallait une réception à la mesure et en même temps, je pense qu'il savait, et c'est dans le film, que le public n'était pas en mesure de comprendre toutes les dimensions ambivalentes et complexes de La Règle du jeu. Et ça, on en a un petit peu parlé la dernière fois, ce qui fait qu'il programme presque sa déception. Et donc, il a dit plus tard, après La Règle du jeu, après l'échec de La Règle du jeu, c'était soit j'arrêtais de faire du cinéma, soit je quittais la France. Et de fait, historiquement, s'il était resté en France pour continuer à travailler, et qui est l'idée de l'engagement de Renoir dans le monde, c'est que quand on est artiste, on continue tout simplement à travailler, à faire son art, et non pas autre chose hors de son art, eh bien, il aurait dû collaborer. Hein. S'il était resté en France, étant un cinéaste français de premier plan, il aurait forcément dû travailler pour ce qu'on a appelé la Continentale, hein, donc cette espèce de firme créés par les Allemands en France, voilà, dans lesquels ont collaboré des gens qui n'étaient pas forcément des collaborateurs au sens politique du terme, mais voilà. Donc finalement, Renoir a quitté la France à la fin de 1940, va à Hollywood et va quand même réussir, alors qu'il parle un mauvais anglais, mais il a quand même quelques contacts, et puis il est très connu. Il va réussir à faire quand même 5 films à Hollywood, donc ça n'est pas rien, et je vous recommande de les voir, ils existent en DVD, certains vont même ressortir bientôt. C'est des films pas inintéressants, notamment L'Homme du Sud, qui a des petits accents un petit peu fordiens, et puis, par exemple, Journal d'une femme de chambre avec Paulette Goddard, donc Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, qu'il avait longtemps voulu adapter, qui est un peu bizarre en studio hollywoodien, mais tout de même intéressant. Alors son dernier film, par contre, à Hollywood, La femme sur la plage, c'est un échec du point de vue de sa collaboration avec un studio. C'est le studio RKO, une petite major, avec Joan Bennett. Film, là encore, pas inintéressant, mais mal remonté par le studio. Voilà. Quelque chose ne va pas dans les contraintes auxquelles doit faire face Jean Renoir à Hollywood. Et on voit bien dans tous ces films qu'il n'y a pas cette spécificité, quasi cette touche de génie, je trouve, qu'on trouve dans ces autres films. Alors, Le Fleuve, j'en arrive au Fleuve, c'est en fait le dernier film américain de Jean Renoir. Donc c'est son dernier film
en anglais. Alors c'est un anglais puisqu'il est adapté d'un livre d'une Anglaise qui a grandi en Inde, Rumer Godden. Et c'est donc son dernier film en langue anglaise. Et c'est son premier film en couleur, très important. Et vous allez voir comment qu'est-ce qu'il fait avec la couleur. Et ça, je ne vous le commenterai pas maintenant, vous allez le voir. Simplement sur comment il en est arrivé à tourner ce film-ci en particulier, je crois que c'est dans le New Yorker, le magazine Le New Yorker, qui existe encore, qu'il a lu un compte-rendu, tout simplement, de ce livre, le livre devait dater de 1946, et qui est un récit autobiographique par l'autrice du Narcisse Noir, qui avait été d'ailleurs très déçue de l'adaptation anglaise par Michael Powell de son film avec Deborah Kerr, et qui avait dit plus jamais je ne vendrai mes droits pour faire un film. C'était un film de studio. Bon, elle n'avait pas du tout aimé ce côté très studio, refait du cinéma. Et puis, donc, Renoir lit le livre, l'aime beaucoup, la contacte, achète les droits parce que l'agent la convainc que c'est Jean Renoir, et puis surtout parce que Jean Renoir est allé voir en Inde, il a fait un voyage, et lors de ce voyage, il a contacté la sœur de l'autrice, de la romancière qui vit encore en Inde, et il est allé voir leur maison d'enfance. Et quand elle a su ça, c'est le détail qui l'a convaincue de vendre les droits, parce qu'elle ne connaissait pas très bien le cinéma, et pour elle, Jean Renoir, ce n'était pas un grand cas. Mais par contre, quelqu'un qui est allé passer la nuit dans l'endroit où elle a grandi, il y a là quelque chose qui l'a intéressée. Donc, ces circonstances ont rencontré l'échec que Renoir a eu d'aller présenter son projet aux studios. Les studios ont dit quoi? Un film qui se passe en Inde, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de lancier du Bengale, il n'y a pas d'éléphant, c'est pas pour nous, c'est pas pour Hollywood. Donc ils trouvent personne à Hollywood. Il se trouve qu'à Hollywood, il y a une sorte de type, un businessman, un self-made man, qui travaille, dont la femme est agent de presse, représentante de presse d'Esther Williams, l'actrice nageuse, et qui, lui, est un businessman qui fait fortune dans le commerce du drive-in de vente de fleurs. Donc vous arrivez en voiture, vous prenez à la fois un café, il y a des espèces de filles habillées en fleurs qui vous vendent des fleurs, et ça marche très bien à Hollywood. Et donc il a de l'argent, il aime l'Inde, il aime voyager en Inde, et il cherche un projet indien. Et par le biais de conseils, on lui conseille exactement ce livre-là. Donc il essaye d'acheter les droits, et là il tombe sur un os, ils sont déjà achetés par Jean Renoir, et c'est comme ça que c'est un peu la carpe et le lapin. Ce producteur qui est pour la première fois producteur, qui s'improvise producteur, va faire un film avec Renoir. Bon, vous imaginez qu'il ne va pas comprendre tout à fait les façons de fonctionner de Renoir, mais enfin, bon an, mal an, ils ont quand même fait ce film. Voilà, c'était juste pour vous dire les conditions, disons, matérielles qui ont mené à ce film. Et puis pour ce qui est vraiment de ce que c'est que de tourner en Inde, parce que c'est ça la spécificité de ce film, c'est que justement, ça n'est pas un film de studio qu'il aurait fait si les producteurs hollywoodiens lui avaient dit oui. Il aurait tourné quelques plans en Inde et puis il serait revenu tourner à Hollywood. Là, c'est pas le cas. Tout a été tourné sur plusieurs mois autour de Calcutta. Donc vous allez voir que bien sûr, c'est très important, cette dimension-là locale. Et puis pour ce qui est du détail, on verra après. J'espère que le film vous plaira, et aussi, qu'il vous plaise ou non, que vous me ferez part de ce que vous en aurez pensé. Voilà, c'est un peu long, mais voilà, bon film. Peut-être je me lance par un bout, et je vais faire chronologiquement. On peut dire qu'on commence par le voyage, on commence avec ces plans qui peuvent paraître un peu décousus quand on y repense, c'est-à-dire tous ces plans documentaires, bien sûr avec l'ouverture d'abord, avec ce qu'ils appellent dans le film Ringala, qui a d'autres noms, donc cette tradition de dessin à la farine de riz, comme une sorte de programme d'accueil du film, enfin, qui est une façon de visualiser le dessin, un dessin qui sera celui du film. Mais ensuite, il y a donc ces plans documentaires. Et on se dit au début, ah oui, c'est voilà, il voyage. Donc c'est un Européen passé par les États-Unis, puisque vous savez, je l'ai dit, je n'ai pas reprécisé, mais Jean Renoir est même devenu américain. Hein, il a pris la nationalité américaine.
et qui donc va faire son grand voyage vers l'Inde, vers l'Asie. Et effectivement, bien sûr, quand il a découvert l'Inde, après avoir lu le roman, bien sûr qu'il y a un choc, et bien sûr que ce choc, il essaye d'en restituer quelque chose, et on va en parler. Mais je dirais, ces images, si c'était ça, sa restitution, disons, de ce qui lui est arrivé, comme choc culturel et esthétique en allant en Inde, ce serait un petit peu banal. Non pas que les images en elles-mêmes soient banales, en fait, ces images me semblent une bonne façon pour nous, spectateurs, de commencer à glisser, à cheminer dans le film, qui est donc déjà d'emblée assez complexe, puisque quand on arrive à la fin du film, on a presque oublié ce début assez documentaire, voire exotique ou touristique. On ne sait pas trop où on va. Et puis finalement, on est happé dans une histoire, qui est une histoire qui se resserre sur cette maisonnée. Et sur cette maisonnée, singulièrement, ça ne vous aura pas échappé, européenne, bien sûr, coloniale. Enfin, c'est une famille de colons britanniques. Alors, sur ces images, d'abord vous dire qu'elles sont tournées en 16 mm. On le voit dans le grain. Il y a une différence de grain entre ça et puis les autres parties du film. C'est pour une raison assez technique justement de l'aventure du tournage et des mésaventures de ce tournage, puisqu'il fallait attendre une partie du matériel, et en attendant, Jean Renoir a tourné ces parties muettes, hein, donc en 16 mm non sonores. Et donc c'est ça, ce sont ces parties-là qui sont fondues dans l'ensemble du film, mais pas si fondues que ça. Il y a une partie d'hétérogène qui, me semble, fait partie de notre expérience du film. Donc ça, c'est pour la partie, disons, non parlante, mais vous aurez remarqué par ailleurs que sinon, malgré toutes les difficultés de tournage qu'implique un tournage sur les lieux, avec à un moment il y a une sorte d'émeute, parce que les 3000 étudiants ont déferlé sur le tournage, ont tout saccagé, parce qu'ils pensaient qu'ils filmaient des femmes indiennes nues, enfin voilà, il y a des espèces de rumeurs qui se sont... Et puis, bien sûr, et ça, il faudra peut-être en reparler, l'Inde, au moment où Renoir tourne, il y a eu la partition Inde-Pakistan absolument sanglante, avec des millions avec des millions de réfugiés, 10 millions de réfugiés, avec 1 million de gens massacrés, etc. Donc, bien sûr que politiquement, il y a des tensions très fortes, et bien sûr, l'indépendance de l'Inde, 1950. Donc, il y a tout cet environnement politique. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, voilà, il n'est pas physiquement dans le film. Donc, je le laisse en suspens, mais c'est aussi ça, les conditions. Après, il y a aussi des conditions. Alors, je disais, attendre le matériel. Ce matériel, j'ai dit que c'était le premier film en couleur de Jean Renoir. En Technicolor, vous l'avez remarqué, le Technicolor, il faut 3 objectifs, puisqu'il y a 3 fois 3 couleurs primaires à superposer en post-production. Caméra énorme, 100 kilos. Et voilà, donc toutes sortes si vous voulez, d'éléments techniques, mais qui en réalité conditionnent aussi le film. Alors, bon, j'ai dit ça, on pourra y revenir, mais bien sûr, ensuite, il y a tout le reste, c'est-à-dire toute cette aventure initiatique, on pourrait dire, qui serait peut-être tendue entre 2 pôles, 2 personnages qui en sont les pôles, enfin, moi, je le vois comme ça, là, mais peut-être, et qui seraient deux personnages, 2 roues, les 2 roues, 2 des 3 roues, à savoir donc le capitaine John et Harriet. Pourquoi je dis le capitaine John? Puisque finalement, à l'arrivée, son rôle est peut-être moindre qu'il n'aurait pu être si Jean Renoir avait pu tourner avec une star. Hein, je disais qu'au départ, pour lui, c'était son dernier projet hollywoodien, mais que ça c'est un peu tombé à l'eau pour les studios. Mais pour intéresser les studios, Jean Renoir avait cherché une star dans le rôle du capitaine John, James Mason, Glenn Ford, Marlon Brando, c'était les 3 noms. Vous imaginez Marlon Brando. Voilà, ça aurait complètement changé la face du film. Et finalement, non, c'est ce Tom Breen, je crois que c'était un acteur débutant, me semble-t-il. En tout cas, on pourrait dire un non professionnel qui fait partie de toute une gamme de non professionnels qui sont dans le film. Et pourtant, vous le savez, Jean Renoir adorait les acteurs. Donc, c'est pas un souci documentaire qui l'anime. Et puis, vous aurez aussi peut-être reconnu Arthur Shields,
qui joue le père de Mélanie. Voilà, parce que c'est un acteur récurrent des films de John Ford, Quelle était verte ma vallée, Sur la piste des Mohawks, qui joue assez souvent un prêtre irlandais, l'homme tranquille, quelques années l'année suivante. Donc voilà, c'est pas un film qui a pour parti pris radical de ne pas avoir d'acteurs expérimentés, mais qui expérimente tout de même aussi dans cette composition de groupe, hein, encore un film avec tout un groupe de personnages principaux. Donc le premier pôle, enfin l'un des deux pôles, ça peut être ce personnage du Capitaine John. Donc pourquoi je dis pôle? Parce qu'il me semble que c'est important qu'au centre, enfin à l'un des centres du film, il y ait cette arrivée et son départ marque quand même, borne quand même beaucoup le récit. Donc il est important, même s'il est joué par un acteur de second plan, on pourrait dire médiocre, enfin peu importe ce qu'on en pense. Parce que c'est un homme blessé. Voilà. C'est ça qui me semble important, bien sûr, dans le film. C'est ce qu'il travaille de la blessure, de la mutilation, en l'occurrence de guerre. Et vous savez que biographiquement, c'est très important pour Jean Renoir, puisqu'il est retourné, enfin, il a été blessé 3 fois et qu'il a failli être amputé, que sa mère est allée au front supplier le médecin militaire, convaincre le médecin militaire de ne pas opérer, et elle a eu raison puisqu'il a survécu, mais enfin c'était un risque, et donc il en est resté avec toujours un boitement jusqu'à sa mort en 79, et d'ailleurs mort, il me semble, due à la réactivation de cette espèce de blessure qui était quand même toujours là. Donc, et vous le voyez quand vous avez vu Octave dans la règle du jeu, il y a ce léger boitement. Il n'avait pas une fausse jambe, hein, mais voilà. Donc sa blessure à lui, biographiquement, c'est important. Et puis, bien sûr, symboliquement, le fait que quand même ce soit centré autour de cet homme qui est regardé comme étant un peu moins qu'un homme par les différents personnages, par la société, et comment ça a des effets, bien sûr, sur son comportement à lui. Bien sûr, c'est aussi un soldat démobilisé, et dans le cinéma de l'immédiate après-guerre, c'est un thème qui revient. Chez William Wyler, par exemple, Les plus belles années de notre vie, il y a le personnage, je crois qu'il s'appelle Arthur, avec un crochet à la place de la main. Voilà, ce retour des hommes qui, comme il est dit dans le film, ne sont plus non plus un héros. Enfin, on les fête comme héros, et puis ensuite, c'est un homme à qui il manque une jambe, quoi. Donc, cette question du manque, elle me semble importante, capitale dans le film, parce qu'il s'agit quand même de dire pour tout le monde, et pas seulement bien sûr pour les gens qui seraient handicapés, voilà, qu'est-ce qu'on fait de chacun, disons, de notre manque, et comment il nous meut dans la vie, quoi. Donc il me semble que ça c'est une grande question récurrente chez Renoir, et en tout cas particulièrement vibrante dans ce film. Et puis l'autre pôle dans les personnages, donc l'autre pôle roux, ce serait Harriet, dont on peut plus imaginer que c'est le personnage central, puisque assez tard finalement dans l'élaboration du film, justement à cause de ce côté un peu décousu dont je parlais, qui est dû aussi au fait que Renoir ne pouvait pas voir tout de suite les rushs, donc il tournait un peu à l'aveugle, voilà, dans des conditions difficiles. Et donc finalement il a été décidé d'écrire une voix off. Vous l'avez vu, hein, c'est co-scénarisé par Renoir et la romancière elle-même, qui écrivait son enfance. Sauf que Renoir l'a vraiment, vraiment travaillé au corps, cette romancière qu'il a fait venir de Londres chez lui en Californie, pour qu'elle réécrive sans avoir son livre sous les yeux, quoi. Donc, comme toujours avec Renoir, on laisse de toute façon le livre de côté. Éventuellement, on le reprend pour certaines phrases, etc. Mais il faut refaire quelque chose qui est la texture voilà, particulière du cinéma. Et elle dit, Rumer Godden, avoir beaucoup appris de l'écriture pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, il faut tout de suite penser en plan, en comment le plan, comment la caméra va bouger, est-ce que ce sera un plan vu de très loin ou de près, etc. Donc elle-même a appris beaucoup en coécrivant avec Renoir. Mais effectivement, il y a cette voix off de Harriet, devenu écrivain. Donc c'est ce côté un peu Proust, ce côté, si vous voulez, rétrospectif, hein, de ce qui est raconté depuis le point où elle est vraiment devenue écrivain, me semble important dans le film, pas seulement parce que c'est la romancière elle-même qui raconte sa vocation, mais aussi, bien sûr, je crois,
parce que Renoir se projette dans cette petite fille. Et c'est beau, c'est toujours beau, je trouve, quand il y a une très grande différence d'âge, et là une différence de sexe, entre le créateur et puis le personnage dans lequel il se projette. Voilà, c'est assez inattendu, mais il pourrait dire « Harriet, c'est moi », quelque part. Donc c'est aussi cette histoire-là, l'histoire d'une vocation, avec son petit coin à secret, là, son petit rabicoin où il y a ce filet de pêche qui marque la frontière très, très poreuse, mais entre elle et le monde extérieur. Et bien sûr, cette question de la frontière qui n'est pas vraiment une barrière, elle est... alors, si vous êtes venu voir ou revoir La Grande Illusion, vous vous souvenez que c'était déjà une question, hein, la question de la frontière. Comment la frontière géographique et politique, c'est une fiction des hommes qui tuent, d'ailleurs. Et comment, en fait, les vraies barrières, elles sont ailleurs. Elles sont des barrières de classe, et encore, ces barrières de classe, Renoir les fait beaucoup jouer, elle les fait beaucoup bouger et se frotter. Donc la question ici de la barrière, ce qui me semble très beau, c'est qu'elle est très concrète dans le décor du film. Et bien sûr, toute la topographie du film me semble, en fait, très élaborée. C'est-à-dire qu'on peut croire au début que tout ça, c'est une petite maisonnée de colons bien fermée sur elle-même. Et il me semble que, et c'est le cas dans le livre, plus que dans le film, et il me semble que justement, très consciemment, Renoir l'a ouverte. L'a ouverte en rajoutant des personnages, par exemple le personnage de Mélanie, la jeune métisse, qui n'est pas dans le livre. Et puis il l'a ouverte parce que le travail avec son décorateur Eugène Lourier, hein, qui a d'ailleurs écrit ses mémoires, donc c'est excellent parce qu'il raconte tout son travail sur différents films, notamment hollywoodiens et pas de genre Renoir, et notamment aussi La Grande Illusion, La Règle du jeu. Enfin, voilà, c'est vraiment un livre assez passionnant où il raconte très concrètement comment les décors ont été faits, les décors, la lumière, les couleurs. Et évidemment, centralement dans le film, il y a deux espaces en fait. C'est-à-dire The Big House, hein, donc cette grande maison familiale avec tous ses enfants, et The Little House, qui est la maison du père de Mélanie et de Mélanie. Et vous aurez noté que ces espaces sont séparés par une espèce de mur, de muret, mais qui est vite enjambé, qui n'est pas tout à fait, qui est déjà un petit peu amoché, raboté, et que justement, c'est cette porosité-là qui intéresse. Qui rend le décor intéressant. Alors qui fait circuler bien sûr les enfants chez la moins riche et métisse Mélanie. Donc voilà, il y a un petit peu là de circulation possible, qui fait aussi que Valérie débarque toujours un petit peu à l'improviste sur son cheval, et qui fait aussi quand même un petit peu, qui favorise un petit peu l'ouverture sur l'extérieur, même si ça reste... Il y a le portier, hein, le fameux portier qui était en fait le chauffeur de taxi qui a accueilli Renoir au début à son arrivée, puis finalement il l'a embauché. Et ce portier, voilà, qui ouvre et qui ferme, mais on voit quand même avec la profondeur de champ ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Et puis cet arbre qui est le figuier, comment ça s'appelle, un figuier de... Voilà, des pagodes, merci. Qui est cet arbre devant lesquels les femmes viennent prier pour leur fécondité, et qui, vous l'aurez remarqué, donne à la fois dans le jardin et à l'extérieur. Donc voilà, il y a finalement tout ce travail sur le décor qui n'est pas du tout décoratif, qui est absolument vital, disons, à l'économie de circulation du film et de circulation des personnages, entre classes, entre les âges, entre l'intérieur et l'extérieur, tout le temps. Et ça me semble indissociable, disons, du travail de romancière d'Harriet, de romancière en devenir. C'est pour ça que je dis ça en partant de cette espèce de petit filet, là, dans son petit placard chambre à secret, chambre d'écriture, que vous retrouvez d'ailleurs, par exemple, chez Truffaut, qui était un grand cinéphile et admirateur de Renoir, dans Les 400 coups, si vous vous souvenez, le tout petit appartement où habite Antoine Doinel, et où il met des bougies et où il finit par foutre le feu d'ailleurs, en lisant Balzac, en recopiant du Balzac, etc. On sent que là, c'est des petites alcôves de création
Et donc ce personnage-là de romancière en devenir, il est, je crois, d'autant plus important dans le film qu'il nous donne une perspective sur le marivaudage amoureux, on pourrait dire, qu'il y a, les jeux de l'amour et du hasard, un peu comme on les voyait dans cette circulation dans la règle du jeu, où il y avait souvent une femme et plusieurs hommes. Là, c'est un homme, le capitaine John, et plusieurs femmes autour, mais où on pourrait justement trouver que tout ce jeu amoureux dans le film, n'est-ce pas un peu, voilà, un peu léger, tout ça, n'est-il pas un petit peu... Et en fait, d'avoir le point de vue de cette adolescente, d'avoir le point de vue d'Harriet, me semble important, parce que quand elle dit « c'était mon premier baiser, mais reçu par une autre », quand elle voit Valérie et le capitaine John, c'est presque comme si... Et là encore, je pense à Proust. Pourtant, c'est pas devenu un aussi grand écrivain que Proust, peu importe. C'est justement ce qu'il faut lâcher, disons, ce qu'il faut déléguer, ce qu'il faut ne pas vivre, on pourrait dire, pour le vivre en littérature, pour le restituer, même si c'était... C'est vrai, quand elle dit « c'était mon premier baiser, mais reçu par une autre », voilà. Il y a quelque chose là de l'ordre de ce qui est perdu quand on crée, ce qui doit se perdre, ce qui doit se payer, disons, pour être créateur, qui me semble être quelque chose que Renoir a compris et a vécu lui-même. Donc, voilà, peut-être c'est une banalité sur la création, je ne sais pas, mais dans la façon dont le film est mis en scène, il me semble que c'est quand même un moment important. Et les moments importants, vous l'aurez remarqué, sont aussi des moments où ce sont des scènes du regard dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de moments où on est renvoyé, nous spectateurs, à l'idée même de point de vue. Il y a des gens qui sont en train de regarder quelque chose qui se déroule, mais de façon vraiment très très répétée. Alors si vous êtes venu voir ou revoir Partie de campagne, vous vous souvenez qu'il y avait déjà ça de manière très forte, quand de l'intérieur de l'auberge, les deux dragueurs ouvraient la fenêtre et regardaient Henriette sur la balançoire. Et elle était vraiment phagocytée, on pourrait dire, par les regards, parce qu'il y avait aussi ces séminaristes qui passaient. Bon. Donc il y avait une espèce de multiplication des points de vue sur cette jeune fille qui savait très bien qu'elle était regardée. Et on a un petit peu quelque chose dans le personnage de Valérie, hein, la vampe du film, dans cette scène où finalement tout ce qu'elle vit, aussi bien la scène pendant la fête de Diwali sur l'escalier, où elle va essayer de prendre à part le capitaine John, et puis ensuite la scène où elle se retrouve à l'embrasser dans l'espèce de bosquet, Grove, voilà, qui sont des scènes un petit peu jumelles, et où à chaque fois, elle est entièrement phagocytée par les regards des autres, et où on est forcément renvoyé, nous, spectateurs, aussi à notre point de vue, notre point de regard. Et puis, bien sûr, ces nombreux plans où on voit les enfants, donc les petites filles, en train de regarder à la balustrade de pierre, entre la balustrade de pierre, aussi bien à l'arrivée du capitaine John, donc joie, désir, etc., et aussi, bien sûr, au moment des funérailles de Bogey, avec les larmes. Et puis, à la fin, cette petite balustrade de fer forgé, cette fois verte après la naissance, et où, à mon avis, il y a encore un effet de rime entre le moment où elles écrivaient la petite lettre à l'arrivée du capitaine John, hein, et où Harriet dit notre maison, le Bengale, enfin le fleuve, le Bengale, l'Inde, le monde. Et puis à la fin, c'est pareil, on a la caméra qui passe par-dessus sa tête, et on a aussi ce mouvement d'amplitude du plus petit au plus grand, du plus vaste. Donc vous voyez que le film est aussi brodé comme ça sur des effets de rime et de reprise, où à chaque fois autre chose est dit ou ajouté. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu quelques points de complexité finalement. Et je dis complexité parce que je sais qu'il peut aussi être reçu à première vision, et pourquoi pas, comme un film assez mièvre. Enfin voilà, pourquoi on devrait s'intéresser aux petites amourettes de cette petite famille de colons qui ne connaît pas grand-chose, qui vit un petit peu hors du temps, hors du politique aussi, je l'ai dit.
Et voilà, c'était un peu mes réponses. Oui, il faudrait peut-être... là, je peux peut-être... Rapidement, effectivement, il y a plusieurs thèmes qui s'entrecroisent. Il y a celui de l'enfance également, qui est un peu un thème universel, le thème de l'enfance. Il y a l'enfance finissante et il y a vraiment une rupture avec les premiers émois et passage progressif à l'âge adulte. Il y a cette phrase qui est magnifique. Enfin, ces jeunes filles qui se complaisaient dans l'onirisme. Il y a cette phrase de Valérie qui dit « Mais je ne voulais pas de la réalité ». Après, ça ouvre vraiment sur... Effectivement, quand elle dit mais c'est trop réel, c'est-à-dire que le baiser lui-même, d'ailleurs elle tremble de tout son corps, et on pourrait se dire ah bah oui, premier baiser, ça. Mais en fait ce qu'elle dit c'est carrément je ne voulais pas que ça devienne réel. Donc c'est autre chose que ce qu'on pourrait attendre du premier émoi, enfin c'est réel. Non, elle dit voilà non, moi je voulais que ça reste irréel. Et cette question, elle est importante. Il me semble qu'elle résonne aussi justement avec la vocation d'Harriet et avec, là encore, moment complètement hétérogène et d'une audace finalement incroyable du film, qui est le moment d'écriture d'Harriet, où on visualise ce qu'elle a imaginé dans la partie fiction de son journal, on pourrait dire. Ce cahier à deux faces où il y a un côté journal intime et de l'autre côté des histoires qu'elle raconte. Et je dirais la fiction dans la fiction, puisque elle s'inspire de personnes réelles, donc Mélanie et Anil. Et en fait, à l'intérieur de son histoire, les personnages deviennent aussi à un moment des dieux, vous vous souvenez, et puis reviennent à leur état de paysans. Donc c'est à plusieurs niveaux cette question de non pas fuir la réalité, mais en tout cas de construire quelque chose. On a, disons, la jeune fille très entreprenante sexuellement, on pourrait dire Valérie, qui quand même identifie bien que finalement ce qu'elle voulait, c'est du rêve, et que quand on lui donne la réalité qui correspond à son audace, à son agressivité sexuelle, tout à coup, elle s'aperçoit que non, ce qu'elle voulait, c'était quand même de l'ordre du fantasme, et il faut que ça le reste. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui a encore un autre rapport au rêve, au fantasme et à la fiction, et qui est Harriet, mais qui va très loin, Harriet, parce qu'il s'en faut peu pour qu'elle en meure. Je veux dire, elle se jette quand même de la barque. Alors, certes, dans le montage, comme il y a cette voix off rétrospective, on n'est pas trop inquiet. Et puis, dans le montage, ça passe assez vite, le moment où elle se... à peine on la voit se jeter, qu'elle nous dit tout de suite les pêcheurs m'ont rattrapé. Donc, l'effet Sunrise de Murnau ne va pas très loin. Mais c'est un principe du film, vous aurez remarqué, ce sont ces fondus enchaînés qui, parfois, en fait, sont pensifs, très très poétique et parfois très rapide. Là tout de suite, le film ne veut absolument pas jouer avec le suspense de elle a disparu, est-ce qu'elle va mourir. C'est pas là-dessus que ça joue. Donc tout de suite, on la voit se jeter et on la voit tout de suite en train avec les cheveux dégoulinants déjà ramassés. Donc voilà, c'est l'une des choses par exemple que ne souhaite pas faire, qui serait Renoir, qui serait justement cette manipulation de spectateur, cette direction de spectateur que par exemple, Hitchcock aime tellement faire. Il me semble que Renoir réfléchit à la liberté de ses personnages. Donc, évidemment, cette question que Mélanie formule assez bien, d'ailleurs, mais si, je suis née, mais tu n'aurais pas, peut-être j'aurais pas dû te mettre au monde parce que tu es tiraillée entre deux cultures. Mais si, mais maintenant je suis née et je vais trouver ma place, c'est sûr. Cette question de trouver sa place, c'est évidemment, elle est cruciale dans le film. Enfin, il me semble qu'elle est cruciale dans tout le cinéma de Renoir, mais elle est présente ici pour chaque personnage. Valérie cherche sa place dans les regards, vraiment dans une espèce de jeu de boule de billard comme ça, de regards braqués sur elle. Et puis quand il n'y a plus ces regards, est-ce qu'on vit quelque chose? Est-ce que ça signifie quelque chose? Harriet le cherche autrement, dans une sorte de postérité, et en se détournant du corps. Je hais les corps, j'adore cette phrase.
I hate bodies. Elle dit à sa mère, qui elle, se présente comme une espèce de vaisseau de la maternité répétitive et éternelle et heureuse et dans la plénitude. Donc voilà. Donc à chaque fois, chercher sa place, c'est évidemment la question des personnages de Renoir, mais de manière cruelle, puisque le petit Bogey en meurt quand il dit « mais moi je veux pas devenir un monsieur qui lit le journal et qui va au travail ». Et de fait, il ne le devient pas. Hein. Et c'est ce que dit le père de Mélanie quand il trinque, étrange toast quand même, quand il trinque à cet enfant qui est mort enfant. « One escaped ». C'est ce qu'il dit. Hein. Au moins, il y en a un qui s'en est sorti. C'est-à-dire qui justement n'a pas été pris dans cette, ces contraintes, disons, adultes et sociales. C'est assez... Quand on y pense, tout ça est quand même finalement assez âpre et pas si mièvre que ça. Donc, oui. Juste, je te passe le micro juste après par rapport à ça. Juste dire ce qui m'a étonné, en fait, c'est le moment où il meurt. Enfin, tout le monde est en train de dormir, en fait. Oui, exactement. Moi, ça me fascine. C'est une séquence extraordinaire. Voilà. Oui, donc c'est vraiment comme en rêve et comment dire, oui, la mort n'est pas arrivée en fait de manière brutale. Je ne peux pas dire qu'elle est rêvée, mais en tout cas, il y a une forme d'abstraction quand même. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est l'une des plus belles séquences, je trouve, même en général. On ne va pas faire des palmarès, mais que cette séquence de la sieste. D'abord, c'est très plaisant, mais un petit peu comme tout dans le film, c'est-à-dire qu'on croit, on peut être content de voir ces couleurs, de voir le voyage, de voir tout ça, et puis tac, il nous rattrape, et là, il y a autre chose. C'est encore là, mais il y a quand même autre chose de très cru, de très cruel, ou de très voilà. Et donc la sieste, ce qui est beau, me semble-t-il, c'est que finalement, Bogey mort est filmé exactement comme son corps, son cadavre, est filmé de la même manière que les gens qui dorment sont filmés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture fondamentale, y compris dans la mise en scène, entre la façon dont ses sœurs ou ses parents sont filmés en train de dormir et lui mort, quoi. Donc est-ce que ça adoucit sa mort un peu dans le sens de ce que dit le père de Mélanie ou pas? Ou est-ce que ça rapproche en tout cas le sommeil de la mort, filmer la mort comme un sommeil, et inversement, on pourrait dire. Il me semble que voilà, c'est posé là, et je ne suis pas sûre que Renoir réponde par rapport à ça. Oui, alors, ce que j'ai ressenti, moi, c'est que justement, c'est la mort, en général, moi, dans les films, je suis plutôt sensible et je pleure plutôt au moment de la mort. Et là, ce qui montre bien, je pense que ça a ce côté de la philosophie indienne, c'est que ce n'est pas la mort qui fait souffrir, c'est le manque. Justement, vous parliez du manque tout à l'heure, c'est que c'est au moment où il se rend compte qu'il ne va plus être là, autour de la table, tous les trois, les deux parents et Harriet. Et je trouve que là, ça devient très émouvant. Et je trouve que c'est là, à ce moment-là, nous, spectateurs, on est touchés. Enfin, oui. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, alors juste là-dessus, on est presque même touché, me semble-t-il, et ça dépend quand on le voit plusieurs fois, c'est pas au même point, mais vous avez raison, il y a ce moment où la mère dit d'abord non, on continue, on ne continue pas en faisant comme si ça n'était pas arrivé, on continue, et puis ensuite, Nan fait son petit show disons de superstition, hein. Elle sort, et là, la mer s'effondre. Donc, il y a ces espèces d'étapes différentes. Et là encore, ça me fait quand même penser à Proust, parce que dans À la recherche du temps perdu, il y a cette façon dont la mort de sa grand-mère l'affecte, pas du tout au moment où elle meurt, mais à un moment où il noue ses lacets, voilà, quelque chose de très trivial et tout à coup qui fait remonter cette émotion. Et alors justement, à propos du manque, donc il y a le manque, cet enfant qui meurt, et il y a aussi, quand il lui demande, alors donc il y a, je ne sais pas si c'est de la philosophie indienne, mais Mélanie qui lui dit, bah oui, il va falloir que tu t'habitues, que tu vives avec ta jambe qui te manque. Il lui demande, elle, ce qui lui manque. Et elle répond pas. Mais alors moi, ma réponse, c'est, elle a bien perdu sa mère, c'est ça? Oui, elle est morte, sa mère. Alors, c'est ça et peut-être son métissage, je ne sais pas. Mais elle répond pas à la question.
Et ce que je voulais dire aussi, que moi j'ai ressenti pendant tout le film, en plus je suis allée voir des expos là, il n'y a pas longtemps, donc du coup je suis peut-être sensible. Bon, on est balancé entre Auguste Renoir et les orientalistes. J'ai trouvé que c'était vraiment, au niveau de l'image, très très beau. Oui. Oui, non, sur la question du manque, quand elle laisse sa phrase en suspension, il me semble que c'est l'équivalent grammatical. C'est une interruption de phrase qui matérialise le manque elle-même, hein, dans la forme même, dans l'interruption de parole. Mais effectivement, elle renvoie à son métissage qui est à la fois une richesse, et ça, son père le lui dit bien, hein, et quand elle met son sari et qu'elle dit à partir de maintenant, voilà, j'ai eu une éducation occidentale, mais à partir de maintenant, je vais mettre le sari. Bon, on voit bien qu'elle ne le vit pas que comme un manque, mais aux yeux du monde, c'est ça, voilà, qu'est-ce qui est vu comme un manque par soi-même et par les autres. Parfois, on s'approprie, on intègre ce manque parce que les autres nous le font sentir comme tel. Et il me semble que c'est quand même de ça dont elle parle, effectivement. Et alors, le capitaine John, moi, je trouve que c'est plutôt bien que, justement, ce ne soit pas un acteur connu, parce que, en fait, quand on vit comme ça en communauté, disons, là, c'est de colonisation, au milieu d'une culture qui n'est pas la sienne et qui est vraiment très différente, effectivement, quand il y a quelqu'un qui apporte la nouveauté et qui rappelle un peu la culture d'où on vient, du coup, c'est une effervescence extraordinaire. Donc, évidemment, ça réveille toutes les passions. Et même s'il n'est pas très passionnant, ce capitaine John, je trouve justement, c'est ce qui est intéressant. C'est que même s'il n'est pas passionnant, ce qui est intéressant, c'est la nouveauté. Oui. Et là encore, je pense que Renoir est très fort comme scénariste, même s'il n'a jamais souligné ça dans ses films. Il a toujours retravaillé le scénario. Et là encore, de même, je dis encore parce que dans la règle du jeu, l'aviateur qui est au centre de toutes les passions de cette maîtresse de maison, Christine de la Chênaie, quand nous on le voit, c'est justement un acteur qui n'est pas très intéressant, cet André Jurieux dans la règle du jeu, qui est un héros national, mais qui, nous, quand on le voit en société, il ne brille pas spécialement, voilà, qui a l'air un peu bête, gentil, mais voilà, sans plus. Et il me semble que Renoir a l'œil pour ça, c'est-à-dire a le sens, a le flair de mettre un peu des centres vides dans ses films. Parce que peu importe les qualités intrinsèques de ce personnage-là, c'est les dynamiques de relations et surtout de projection. Et à la limite, plus le type est pâle, et plus on peut projeter sur lui des choses. Il faut justement qu'il ne soit pas une personnalité trop forte pour que tous ces fantasmes féminins puissent se cristalliser sur lui. Donc oui, je pense que vous avez raison. Si ça a été Marlon Brando, je n'ose même pas. Non. Je n'ose même pas imaginer le jeu explosif, très très dense, acteur studio. Voilà. Je pense qu'il y aurait eu un clash avec Renoir. Il y aurait eu quelque chose là qui se serait passé. Oui, et une dernière chose, les profondeurs de champ sont extraordinaires. Il se passe quelque chose sur tous les plans. Bien sûr. On n'a pas du tout épuisé la question du décor, de la nature, de la couleur et de la peinture. Moi, c'est juste un petit point que je n'ai pas compris. Justement, on parlait de la scène du repas avec les parents et Harriet. Et moi, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses un petit peu téléphonées. Donc, par exemple, moi, la scène de la sieste, je l'ai plutôt vue. Je voyais le truc venir, le gamin qui essaie d'attirer le serpent. Et je trouve que ça amenait trop le moment. On sentait que c'était, il était mort puisque ça amenait trop le truc. Donc moi, je l'ai moins vécu comme quelque chose de. Ça m'a trop téléphoné finalement la scène. Ça, je commence à vous connaître. Moi, c'est la première fois que je voyais le film. Je connaissais pas du tout. Je connais pas du tout l'œuvre de Renoir. Et mais j'ai un avis plus différent sur le. Si, parce que ça vous est venu plusieurs fois, donc vous connaissez. Mais après, cette fameuse scène, moi, je l'ai vécue un peu comme un tribunal, parce que j'ai pas compris pourquoi c'était Harriet qui était à table, alors que c'est pas la plus grande. Donc a priori, elle avait pas forcément à être à table avec ses parents. Soit elle devait être avec sa sœur n'était pas là. Et ça m'a un peu troublée. J'ai pas compris pourquoi la sœur n'était pas là. Mais la mère qui lui donne les ordres comme si elle la grande. Mais quelle sœur Valérie. Non, c'est une amie de la famille. C'est pas la sœur. Ah, je croyais que c'était sa sœur, moi, que c'était sa grande sœur. Elle est plus riche.
Ah, d'où oui, le d'accord. cheval. Ah, bon, voilà, j'ai compris. Voilà. J'avais pas compris. Et c'est pas parce Donc, qu'elle est voilà. rousse que c'est sa sœur. Et donc moi je l'ai vécu un peu comme bon, je sentais que c'était elle qui se sentait coupable. Mais après moi j'ai tout senti qu'elle allait essayer d'aller jeter. Je pensais qu'elle allait jeter juste son bouquin parce que ça l'a. Mais j'ai un peu vu trop les choses venir à ce moment-là et c'est vrai que ça a un peu cassé le charme peut-être du. Ouais. Voilà. Alors moi je suis pas sûre que le film soit fait pour qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va se passer après. Il me semble que non. Mais je comprends ce que vous voulez dire, puisque la sieste, c'est quand même une sorte de cheminement. Oui, on comprend qu'il est... Moi, je me suis dit, bon, bah ça y est, il est mort, c'est bon. Voilà, oui, mais le fait que vous l'ayez compris ne me semble pas invalider la qualité de la scène. Vous voyez ? Sauf si c'était si, une parce scène qu'on est en de train de suspense. Finalement, moi, j'étais en train de penser, donc du coup, je regardais même plus. Il faudrait que je le revoie maintenant. Oui, Voilà, faut que je le revoie. Oui. Voilà. Non, après, il y avait une autre chose. Une autre chose que je voulais dire, on a eu l'occasion de voir l'Odyssée de Pi. Et au tout début du film, on nous montre en fait l'Inde. Et j'ai retrouvé finalement, là peut-être en naturel, je pense qu'il était naturel, l'arbre. Hein. On voyait l'espèce de palétuvier, là, le fameux avec tous ces... Ouais. Et on avait ça dans l'Odyssée 2. Et c'était très central, ça devait être à peu près à la même époque d'ailleurs, puisqu'on revenait à l'enfance de l'homme qui parlait, donc on devait être dans les années 50. Et on retrouvait un petit peu toutes ces scènes. Il y avait la scène de la danse, il y avait et comme on l'a vu récemment, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. Je revoyais et je me dis, bon, quand même, le film, il est à 60 ans après. Et on retrouvait les mêmes images, finalement, de l'Inde, en dehors de tout ce qui se passait au fleuve. Mais tout le décorum, en fait, était le même, sauf je crois qu'il était tout faux. C'était en image de synthèse. Là, alors, sur cette question, il faut peut-être quand même en parler de couleur locale, justement. On pourrait croire, on pourrait se dire, Renoir, il va être différent, il va se singulariser, et il va justement pas aller chercher de la couleur locale. Il va trouver autre chose, il va trouver autre chose. Et en fait, il me semble que là, ce qu'il fait, c'est qu'il radicalise l'idée même de couleur locale. Je ne sais pas s'il le fait tout à fait consciemment au sens de l'expression couleur locale, mais il va en fait plus loin. Au lieu de se dire non, moi je suis pas un touriste, je vais pas faire de tourisme, il me semble que c'est plus intelligent. De même que d'ailleurs Rossellini, quelques années plus tard, aura aussi, avec India, le film qui s'appelle India, commence comme un documentaire, et puis finalement il fait des espèces de fiction à partir de personnages réels, de gens qui ne racontent pas leur vie, qui sont racontés, mais une espèce de mélange entre documentaire et fiction. Donc il expérimente aussi, et vous savez que Rossellini a beaucoup travaillé après pour la télévision, donc il y a aussi ces deux cinéastes de la même génération qui sont intéressés par les potentialités de la télévision, y compris de quelque chose d'impur, qui ne soit pas justement faire du chef-d'œuvre, faire du grand cinéma. Bon. Alors sur la question de la couleur locale, c'est là où je dis qu'il complique les choses. D'un côté, on reconnaît les temples, les escaliers qui mènent dans les eaux purificatrices, enfin, effectivement, toutes ces choses qu'on peut voir soit en voyageant en Inde, soit dans des livres d'images, soit dans des documentaires, etc. Donc on peut se dire, finalement, il met juste une famille là-dedans. Il me semble que c'est quand même plus compliqué et que justement, ça passe par le travail de la couleur. Premier film en couleur. Si je suis Jean Renoir et que je suis le fils d'Auguste Renoir, que non seulement j'admire, mais sur lequel je suis en train de préparer, l'air de rien, parce que je me suis quand même ennuyée à Hollywood, des documents, et je suis en train de préparer les mémoires de mon père, enfin, je suis en train de préparer le livre qui va sortir en 62, qui s'appelle Pierre-Auguste Renoir, mon père. Donc il est déjà en train de penser à ce qu'il va écrire sur son père. Évidemment, je fais mon premier film en couleur. C'est un enjeu énorme, en fait, l'air de rien. Donc, c'est pas parce qu'il faut faire du Renoir à l'écran, mais parce que c'est forcément un enjeu, cette question de la couleur et du rapport du cinéma à la peinture. Donc, on l'a un peu vu avec Partie de campagne, où il y a tout un jeu avec les tableaux connus du père, mais en même temps déjoués parce qu'il n'y a que du mouvement, et que montrer quelqu'un qui fait vraiment de la balançoire, c'est pas pareil que le tableau, la balançoire. Donc voilà, c'est aussi se différencier tout en ayant tous ces modèles en tête. Là, avec la couleur, se pose encore cette question, me semble-t-il. Et alors, certes, on est en Inde, donc avec tout un ensemble de couleurs,
Deuxième complexité, on est en Technicolor, et vous savez que le Technicolor, avec ses 3 couleurs primaires superposées, traduit la réalité. Donc les couleurs Technicolor ne sont pas les couleurs réelles. Donc on est obligé de les traduire. Si on veut avoir telle couleur à l'écran, il faut en mettre une autre. Or, quand on n'a pas les rushs, il faut attendre une semaine au moins pour avoir les rushs qui reviennent de Londres, qui font l'aller-retour. On tourne quasiment à l'aveugle. Il fait un petit peu des essais, c'est désastreux au début, parce que les couleurs sont trop saturées ou parce qu'il n'a pas reçu l'équipement lumineux suffisant pour que son chef opérateur Claude Renoir, qui a pourtant fait un stage à Londres avant de partir chez Technicolor, il n'a finalement pas reçu la lumière suffisante. Bon. Donc ça, c'est des questions techniques, mais qui sont très importantes, puisque le film, ça va être un film très travaillé du point de vue de la couleur. Et il me semble quand même qu'il y a des choix assez qui peuvent faire penser, pour le coup, à Auguste Renoir. D'abord, des choix de peau. La rousseur des 3 personnages est quand même quelque chose qui fait forcément penser au modèle de Renoir, et notamment à Gabrielle, la chère nourrice de Jean Renoir, avec qui il vit en voisin en Californie à ce moment-là. Donc évidemment que Valérie, elle peut faire penser à Gabrielle jeune. Et puis il y a tout ce travail autour de la rousseur, je dirais, des costumes et des décors. Parce qu'il me semble qu'il y a tout un travail, par exemple, de dégradé entre le beige rosé, le vieux rose, le orange. Toutes ces couleurs-là, il n'y en a pas une seule, c'est pas un seul orange ou roux, c'est vraiment tout un dégradé très diffracté en beaucoup de couleurs. Et au contraire aussi, le bleu et le mauve, des robes de Harriet et de sa mère, par exemple, qui tranchent complètement par rapport à ces tons plus roux, orangés, sable. Donc finalement, il fait des choix, là encore, très, on pourrait dire nuancés. C'est-à-dire que parfois, c'est saturé, les couleurs, et parfois, il pastélise cette nature qui est, elle, au contraire, à l'état naturel, très vive. Donc, il fait repeindre des arbres, il fait repeindre de l'herbe. Il n'est pas en studio, hein, mais il fait repeindre de l'herbe, il fait mettre des fausses fleurs de bazar sur le grand flamboyant. Voilà, tout est... De toute façon, Renoir, il s'en fout de ça. Je veux dire, ça ne le gêne pas de fabriquer un décor à partir de la nature. Il ne cherche pas à être naturel, c'est évidemment pas ce qui l'intéresse. C'est à chaque fois une transposition. Mais se pose cette question quand même de la couleur et de la picturalité de la couleur, parce que le risque, bien sûr, c'est aussi de figer le film, vous le savez, en tableau. Combien de films sont des tableaux et meurent d'être des tableaux? Donc il y a un peu toujours ce risque quand on a ce degré de picturalité, je ne sais pas si ça se dit, dans les films. Et il me semble qu'il sait ça, parce que c'est aussi le discours qui est tenu, enfin, disons l'expérience initiatique des jeunes filles sur le temps, hein, sur Valérie qui dit mais c'est trop réel, ou bien je ne voudrais pas que le temps passe. Enfin, ça y est, c'est mort parce que cet instant-là, il est déjà passé. Donc tout ce rapport au temps et ce refus de Harriet de dire mais moi je veux pas avoir d'enfant, moi I hate bodies, je ne veux pas que la puberté m'arrive. Au fond, c'est aussi ça. Donc le film travaille cette question, disons cette tension entre quelque chose qui serait hors du temps, immémorial. Voilà, par exemple Bogey qui meurt enfant, qui va jusqu'au bout de sa fascination cyclique aussi, enfin pour le serpent. Là, on joue de la flûte et puis il sort de sa boîte. Et bon. Ce côté très cyclique qui peut apparaître au début dans la narration du film comme quelque chose de très rond et de très uniquement en référence à une certaine idée d'une certaine philosophie indienne. Voilà, qui serait, mais les choses sont cycliques, reviennent. Et d'ailleurs, cette question de la petite fille, la petite Victoria, qui dit mais les bébés, ils peuvent renaître, ils peuvent toujours renaître. Et puis Harriet, de manière très drôle, qui dit mais c'est un grand sage qui m'avait déjà dit ça. Ah ben oui, c'était ma petite sœur. Alors oui, le film a ça, et à la fin, la boucle est bouclée avec le bateau à vapeur hebdomadaire qui revient et qui reprend le capitaine comme il l'avait craché, comme il l'avait apporté. Mais en réalité, je dis en réalité, non, là c'est moi qui dis, c'est pas forcément la réalité. Il me semble que
c'est encore mieux si on entend cette voix off rétrospective comme l'un des points de vue. De même que chaque chose qui est dite par un personnage n'est pas le point de vue du film. Donc on a des moments un peu de sentencieux, si on veut, dans le film, importants. Par exemple, le père de Mélanie qui parle de sa philosophie du digestivisme. Hein. Il faut digérer le monde. Et Mélanie elle-même qui dit au capitaine John, consentez. Hein, consentez. Il faut consentir au monde. Et c'est important quand on a un deuil complètement injuste, parce que sinon on ne peut pas continuer. C'est ce que dit la mère aussi à table. On n'oublie pas, mais on continue à vivre. Donc tout ça va dans un sens, qui est le sens, effectivement, qui a été apporté à Renoir quand il a eu le choc de l'Inde et qu'il a découvert une partie de sa philosophie hindouiste, puisque vous savez que le personnage qui joue Mélanie, qui s'appelle Radha, est une danseuse classique qu'il a rencontrée à Bénarès, dont le père a un institut de théosophie, où va aller se reposer d'ailleurs Renoir après le tournage. Et donc c'est aussi une intellectuelle, c'est aussi une universitaire qui a étudié le sanskrit, etc. Donc tout ça est lié. C'est pas, bien sûr que c'est aussi cette découverte des apports de la philosophie indienne, disons panthéiste. Oui. Et en même temps, on peut se demander, connaissant Renoir et connaissant la complexité, par exemple, des points de vue dans la règle du jeu, si vous êtes venu vous souvenez, ce personnage de Dalio, qui est à la fois machiavélique et à la fois superbe, enfin voilà. Bon, on peut se demander si le film ne renvoie pas à un autre manque. Je disais qu'il était ponctué, scandé par ce manque qui crée le désir, manque qui crée aussi la blessure, la souffrance, le trauma. Si lui-même n'était pas pris dans une espèce de façon de désigner ce qu'il ne montre pas, à savoir justement le monde extérieur, politique, ce qui arrive à l'Inde politiquement et ce que les colons ne voient pas. Parce que ce qu'il filme, c'est quand même une famille de colons qui, comme il l'écrit, Renoir, une lettre, je crois que c'est à Claude Renoir, son neveu, mais je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit lui, une famille qui vivent de colons britanniques qui vivent comme des prunes sur un pêcher. Hein, voilà, ils sont là, mais en même temps, ils s'imprègnent des traditions, etc., de ce qu'ils aiment, de ce qui leur plaît. Autour, on voit, ils achètent des cerfs-volants. Bon, il y a un petit trafic, il y a un commerce, il y a le commerce du jute, etc. Et en même temps, ils prennent pas tout. Et de même que le film ne montre pas tout et ne montre pas certains aspects beaucoup plus cruels, réels. Enfin, justement, cette fameuse réalité que refuse Valérie. Voilà, il me semble que le film, sans le faire, peut-être suggère par la démultiplication des points de vue qu'il ne tient pas le même propos, lui, en tant que film, que ses personnages. Mais ça, voilà, c'est une espèce d'horizon, on n'est pas obligé de le ressentir. On peut aussi ressentir le film, au contraire, comme une sorte de plein, enfin, de plénitude, de boucles bouclées, de propositions panthéistes digérées par Renoir. On n'est pas... Non, du coup, je voulais faire une remarque là-dessus, sur ce que tu dis sur le rapport au monde extérieur, etc., sur le colonialisme. Enfin, il y a l'usine en fait du père. Là, et en fait, il y a ce petit détail qui m'a marqué au début. C'est quand on a une séquence un peu documentaire où on voit les porteurs qui arrivent, et en fait, ils prennent un coquillage. Au lieu de l'argent, en fait. Ouais. Et ça m'a vraiment frappé, parce que je me dis, mais en fait, oui, c'est vraiment au diapason du film, quoi. C'est une manière de déréaliser quelque chose qui, comme tu le dis, en fait, en réalité, après, on va pas rentrer là-dedans, mais oui, puis que derrière ça, il y a des rapports de travail, etc., qui sont qu'on peut ne pas regarder, mais qui sont là, et puis que dans une ambiance coloniale, c'est aussi, enfin, c'est pas, enfin. Il y a les questions en fait, oui, des rapports de travail, et en plus des rapports en fait de domination d'une nation sur une autre, etc. Enfin, mais tout ça est effectivement alors voilà, mis on de peut côté. Se dire, soit le film masque tout ça, et il a pu être critiqué pour ça, c'est-à-dire voilà, la maturité venant, finalement il part en Inde et puis il est tellement transporté par toute cette belle philosophie. Et effectivement, il y a quelque chose, il y a toujours ce risque-là de l'exotisme, y compris philosophique, et de ne pas voir...
à mon avis, quand même, il y a derrière tout le Renoir des années 30, et donc il a une conscience sociale. C'est pas que sa conscience sociale, elle soit morte, mais on le lui reproche, effectivement. Lui qui a fait La vie est à nous, une espèce de docu-fiction extrêmement militant, Front populaire, lui qui a fait voilà, le crime de Monsieur Lange, ou le salaud, le patron exploiteur, salaud de capitaliste, est finalement tué, et ça arrange tout le monde, et tant mieux. Comment il peut voilà, passer, flotter dans ce système, voilà. Et en fait, c'est pour ça que je pense que non, il le voit, mais c'est une espèce de décalage de point de vue, quoi, mais qui, à mon avis, renvoie quand même au manque. Enfin, renvoie à ça, même si c'est pas ce qu'il choisit de filmer. C'est un petit peu ce qu'il esquissait déjà en 1939 dans La règle du jeu, en faisant ce qui apparaissait comme une fantaisie amoureuse, très théâtrale, très 18e, très légère, et où quand même il y avait finalement, c'était rattrapé par une très très grande cruauté de classe et de domination. Et, puisque un meurtre est appelé un déplorable accident, et que comme c'est celui qui raconte, c'est un aristocrate, et ben c'est un dominant. Donc finalement, ce sera ça. Cette réécriture du pire, évidemment qu'il ne l'a pas oublié. Enfin, il me semble que Renoir ne l'a pas oublié. Et il a écrit un texte, Renoir, je crois qu'il est paru dans les cahiers du cinéma, il faudrait vérifier, qui s'appelle « Il m'est arrivé quelque chose », je crois. Et où il raconte ce qu'il dit, voilà, en allant en Inde, il m'est arrivé... Alors, non, c'est pas en allant en Inde. Il dit « Il m'est arrivé quelque chose », c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que... c'est un peu ce que toute l'Europe vit à ce moment-là, mais cette idée de l'après-guerre, qu'on a pris un tel coup qu'il n'y a pas de retour possible, quoi. C'est un point de non-retour, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors lui, il était aux États-Unis, mais son fils combattait dans le Pacifique, entre parenthèses. Et donc, lui, il le sent très très fortement. On ne peut plus, il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire, sauf que chez lui, ça se traduit non pas par un engagement plus grand, qui serait de dire, voilà, fini l'art, c'est plus possible, on ne peut plus faire de poésie après Auschwitz. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se traduit pour lui. Et ce qu'il dit, c'est que justement, ça a fermé le chapitre de sa vie de revendication et de protestation sociale. On peut critiquer ça, bien sûr, mais que ça a arrêté son attitude de protestation, et donc il serait plutôt du côté du consentement, on pourrait dire, mais de l'amour qu'il peut donner au monde, et de comment lui, en tant qu'artiste, il le donne. Alors, y compris en organisant des couleurs, en organisant une fiction. Donc, il irait plutôt dans le sens de la philosophie du film, mais moi, j'en suis pas complètement sûre. C'est-à-dire, je pense que justement, il est entre les deux. Il est entre montrer toute cette plénitude possible que nous donne cette philosophie hindouiste, si on s'en inspire, de pouvoir surmonter le pire en consentant à tout, mais pas passivement, mais... et puis quand même rester ce cinéaste inquiet, ce cinéaste de la cruauté, ce cinéaste intranquille de la chienne, voilà. Je pense qu'il n'y a pas, on n'a pas forcément à choisir. Ouais. Non, juste une insertion. Si effectivement Jean Renoir est entre les deux, il arrive dans un pays qui est également entre les deux. Je crois que l'Inde est indépendante depuis 1 an, je crois. Il est indépendant en 1949. Donc voilà, il y a peut-être devoir d'objectif, de mise en retrait par rapport à ce qui va se passer. Il n'est pas là pour juger. L'Inde est en train de se reconstruire en tant que pays indépendant, quoi. Il ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe, puisque, comme je vous disais, il y a quasiment des émeutes au moment où il tourne, et aussi une incompréhension parfois avec cette histoire des étudiants qui foncent sur le tournage pour tout casser, et où, alors pour le coup, tel un Gandhi du tournage, Renoir dit bon, ok, asseyez-vous, et on va vous expliquer ce qu'on fait, parce qu'apparemment, vous pensez qu'on fait quelque chose et ça vous déplaît. Donc vous nous direz en quoi ça vous déplaît. Et en fait, il arrive à maîtriser l'émeute comme ça, pacifiquement, on peut dire, en s'expliquant et en ne combattant pas. Tout le monde a l'ordre de se replier, mais de se laisser jeter du sable, frapper plus ou moins, par exemple. Donc ça, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas ne pas être conscient de toute cette agitation à toutes les échelles autour. Si
ça n'est pas dans le film, c'est que lui, son parcours, c'est pas un parcours de cinéaste social comme il l'a été à un moment des années 30. Voilà. Et c'est plus un cinéaste qui peut être militant, même s'il a fait par exemple la Marseillaise, qu'il faut financer avec une souscription du PCF, par exemple. Voilà. Mais à chaque fois, même ça, c'était des films qui allaient au-delà de la cause. C'était des films qui devenaient en eux-mêmes intéressants. La Marseillaise, on ne l'a pas passé, on a hésité. C'est un film qui est intéressant au-delà de son propos politique Front Populaire, bien entendu. Et quand ça ne l'est pas, ça devient un film pas très intéressant, à mon avis, comme La vie est à nous. Donc il sait, lui, en tant qu'artiste, lui aussi, il a une maturation d'artiste qui fait qu'il sait que son rôle, justement, sa place à lui dans le monde, c'est de persévérer dans son art. Sinon, ce serait faux. Enfin, ce serait une posture, disons, mais qui n'apporterait. Ce serait Monsieur Tartampion qui. Voilà. Donc lui, il sait ce qu'il doit apporter. Mais malgré tout ça, je pense que dans le film, dans cette diffraction des points de vue, il y a quand même quelque chose qui pointe vers un manque très très fort, quoi. Que ce soit par le trauma de guerre du personnage du capitaine John, que ce soit par le manque que vit la jeune fille qui ne vit pas son premier baiser. Enfin, voilà, tout ça pointe quand même vers ça. Et malgré tout, il donne assez d'éléments pour montrer les relations entre les colons et colonisés. Oui, on les voit, les relations colons-colonisés, effectivement, on les voit. Mais bon, voilà, au passage. Ouais. Ouais. L'Inde, c'est un pays multiple, il y a plusieurs couleurs, plusieurs langues, plusieurs religions, plusieurs traditions. Et je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais cette multiplicité des couleurs peut-être participe à ce côté varié de l'Inde. Et du coup, moi, j'ai été très attentif aux couleurs parce que vous avez dit qu'il y avait quelque chose à voir là-dedans. Et j'étais impressionné parce que c'est vrai qu'il y a une superposition pendant au moins la moitié du film, la moitié des plans. Il y a toujours une association entre les costumes et le décor, ou alors entre les objets et le décor. Les teintes se superposent en fait. Que ce soit par exemple la terre qui peut être un peu ocre avec des toitures, la balustrade avec telle robe. À un moment, on a le personnage par exemple de la métisse qui est près d'un rideau jaune, et elle est justement en jaune, et c'est perpétuel. À la fois, c'est festoyant de couleurs, à la fois il y a une vraie intelligence de mariage en effet pictural hyper travaillé. Et ça c'est caractéristique vraiment du film, ça m'a marqué en effet. Oui, alors on pourrait se dire que le Technicolor, finalement tout le monde fait ça puisque la couleur arrive et avec ce procédé. Et en réalité, comme je vous disais, comme c'est un procédé qui exige qu'on traduise les couleurs réelles, qu'on réfléchisse à ce que ça va donner, qu'on fasse des essais, et que donc une robe verte, elle peut paraître noire. Du coup, ce qui se passe, c'est que Technicolor a toujours cette conseillère Technicolor, qu'on voit toujours au générique, Nathalie Kalmus. Là, je crois qu'elle n'y est pas, justement, et qui s'impose sur les tournages hollywoodiens parce qu'elle est justement, c'est elle qui dit, il y a un code couleur, quoi. Il y a un code couleur à respecter parce que sinon, nous, firme Technicolor, on est déshonorés, si vous voulez. Si vous nous salopez notre travail, on va croire que c'est le Technicolor qui est pas bon, alors qu'en fait, c'est que vous aurez mal travaillé, vous aurez mal compris comment fonctionne la traduction, les codes du Technicolor. Sauf que ça, bien sûr, ça devient une dictature. Et que donc, ça devient une espèce de schéma chromatique qui va être obligatoire, disons, à Hollywood. Et je trouve que Renoir réussit très bien à y échapper. D'abord parce qu'en allant très très loin, on ne peut pas lui coller un conseiller Technicolor au bout du monde. Et puis aussi parce que, comme je le disais, son neveu et chef opérateur qui travaillait déjà sur Partie de campagne avec lui a fait une formation quand même, donc il n'arrive pas, il débarque pas complètement. Et puis bien sûr, il a cet œil pour les couleurs, et surtout, à la fois, il comprend que la vivacité de couleur, il faut l'atténuer, ce qui est contre-intuitif. Hein. On pourrait se dire, on va en Inde justement pour ça. Et donc lui, parfois, il désature. Donc il pastélise, si on veut. Il y a des robes bleues, mauves, voilà, qui sont plutôt de l'ordre du pastel. Et parfois, au contraire, il garde la saturation. Tout ce qui est associé au personnage de Valérie, même quand elle a une robe verte, c'est un vert assez cru.
Voilà, donc il travaille les deux. C'est jamais un parti pris dogmatique, en fait. Il me semble que l'absence de dogmatisme de Renoir, à la fois idéologique et esthétique, se fait particulièrement sentir là. Mais vous avez raison que l'accent mis sur la couleur est d'autant plus frappant dans le film qu'il choisit aussi de mettre cette fête du printemps. Donc j'ai encore oublié le nom alors que j'ai demandé à des Indiens du Sud, Holi, voilà, merci, l'autre jour, et où il a dû absolument être ravi de découvrir cette fête puisqu'il y a ce jeté de couleurs, ce jeté de pigments sur les gens. C'est d'un point de vue disons métaphorique de ce que c'est que de pouvoir s'envoyer dessus des couleurs. Il a dû être absolument ravi de ça, de ce que ça pouvait, lui fils de Pierre-Auguste, mais aussi voilà, intéressé par le travail de la couleur. Mais vous avez raison que finalement, repenser au film de cette époque, où bien sûr qu'il y a plein... Le Technicolor arrive, bientôt le format large, donc toutes ces nouveautés techniques, il n'est pas le seul à s'en saisir. Mais finalement, quel film travaille la couleur aussi subtilement et en même temps avec autant de force? Il faut attendre, pour moi, il faut attendre Les Parapluies de Cherbourg pour un film qui marque du point de vue chromatique aussi fortement. J'en oublie peut-être. Mais... Parce que c'est vraiment ça, en fait. Il y a toujours une association entre l'arrière-plan et ce qui est au premier plan. Oui. C'est vraiment des paires de couleurs qui sont... Les teintes sont vraiment quasi similaires. On se dit, quand même, ça a été fortement travaillé. C'est un parti pris. Alors oui, c'est un parti pris, mais qui n'a pas justement la rigidité d'un parti pris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... D'abord, il n'y a pas de symbolisme associé. Telle couleur égale la passion, égale la trahison. Enfin, jamais. Donc, il n'y a pas de code couleur symbolique. Et d'autre part, oui, quand vous dites parti pris, à la fois oui, parce qu'il y a un effet d'aplat. Donc, il y a un effet effectivement de gros blocs, de gros empattements de couleurs, un peu comme chez Matisse, on pourrait dire, plutôt que comme chez Renoir, mais parfois non. Parfois, il y a beaucoup de couleurs différentes dans le même, à l'intérieur du même, et qui sont plus subtiles que dans un Matisse où elles tranchent toutes. Donc, effectivement, c'est à chaque fois, justement... en fait, je vois en fait comme des harmonisations en fait d'un côté, et à un moment en effet des costumes, notamment le bleu de Harriet et le violet de la mer qui tranchent, mais sinon il y a toujours une espèce d'harmonie esthétique en fait. Tout ce qui est autour du fleuve, le fleuve Ogli, l'affluent du Gange, est plus dans cette idée de couleurs qui se fondent les unes avec les autres. Et d'ailleurs dans la scène où le capitaine John se rapproche du fleuve, déambule un peu dans ce temple en ruine, ou enfin c'était en briques, il y a tout ce dégradé là, où il a une chemise un peu vieux rose passée, et où il y a ces couleurs briques, la couleur vert, mais plutôt sable du fleuve, beige. Là, effectivement, il y a une sorte d'harmonie avec laquelle, d'ailleurs, la robe de Harriet vient trancher. Effectivement, c'est toujours... Ne pas choisir, mais vous aurez compris que c'est ça, cette ambivalence morale aussi chez Renoir, et aussi une ambivalence, y compris esthétique et chromatique. Et idéologique, ça lui a été assez reproché. Et on n'est pas obligé, quand on fait une œuvre d'art, mais c'est une banalité, mais combien le vivent vraiment? On n'est pas obligé de choisir son camp. Donc on n'est pas obligé de choisir son camp idéologique, on n'est pas obligé de choisir un personnage, on n'est pas obligé de choisir une couleur ou un code couleur. C'est ça qui est extraordinaire, qui rend fou, parce qu'il faut être très structuré pour pas faire n'importe quoi. Mais là, il est, à mon avis, dans sa maturité suffisamment fort pour pouvoir le faire. Bon, ça sonne un peu comme un mot de la fin, c'est horrible. En tout cas, merci d'être venu et resté. Et je vous propose vraiment dans la ligne de cette espèce de renaissance de Renoir d'après-guerre, qui revient quand même de loin, il aurait pu s'arrêter net, écrasé par la machine hollywoodienne, de voir un autre film complètement fou, et qui est Le Carrosse d'or. Et qu'on va passer le 15 mai.
Voilà, le 15 mai. Un autre film apatride, hein. On ne se risquera pas avec Anna Magnani, mais se passant dans un Pérou du XVIIIe siècle imaginaire. Donc voilà, j'espère que vous viendrez voir cette harlequinade. Merci.